504, Madame Louwagie, défendu. Vous ne voulez pas le défendre? D'accord, j'enlève. Non, mais vous m'expliquerez. Le 48, Madame Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, il s'agit de la situation des changements de tarifs relatifs au contrat de panneaux photovoltaïques qui a été engagé par le gouvernement. Et cette remise en cause des tarifs, nous sommes opposés à cette remise en cause, mais cet amendement, il a pour objet d'exclure en tout cas cette remise en cause des tarifs pour tous les agriculteurs qui ont engagé un certain nombre d'investissements, lesquels participent à un équilibre économique et au financement de la transition agroécologique. Et donc il vous est proposé au travers de cet amendement d'exclure tous les contrats qui ont été signés pour 20 ans par des sociétés détenues majoritairement par des exploitants agricoles ou les sociétés dont les bénéficiaires effectifs sont des agriculteurs. Je crois que le gouvernement, un grand nombre d'acteurs ont incité les agriculteurs à se lancer dans des dispositifs de cette nature qui participent aujourd'hui à l'équilibre économique de leur exploitation. Et la remise en cause de ces tarifs pour ces exploitations, c'est une situation très difficile qui ne permettra pas à un certain nombre d'exploitations de pouvoir perdurer dans leur équilibre. Et donc, c'est pourquoi j'en appelle, je dirais, à la sagesse des uns et des autres pour faire en sorte que les agriculteurs puissent ne pas subir ce changement de tarif. Merci. Alors, dans cette discussion commune, le 934, il est défendu ou pas, Madame? Défendu. Le 729, Madame Magnier. Merci, Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à essayer de préciser ce qu'on appelle la viabilité économique de l'entité juridique productrice d'électricité qui est prise en compte dans le cadre de cet article du PLF. En effet, dans un certain nombre de projets, ce sont les associés de la structure qui, à titre personnel ou par le biais de leur propre structure d'exploitation, qui ont contracté des prêts et qui attendent justement de la structure de production un rendement suffisant. Et la rédaction actuelle de l'article se limite à analyser la viabilité économique du producteur, donc uniquement ses charges, sans prendre en compte les charges d'emprunt qui sont, elles, supportées par les associés de la structure de production. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une analyse plus globale du projet photovoltaïque concerné par l'article. Merci, Madame Magnier. Alors, il y a des identiques. Alors, vous m'aidez, Madame Louwagie, parce que le 549, défendu. Le 554, le 579, le 603, Monsieur Bricou, défendu, Madame Santiago, le 610 n'est pas défendu, le 730 n'est pas, il est défendu lui, le 909 n'est défendu, bon. Le 1118. Le 1176, Madame Magnier, est défendu. Et dans cette discussion commune, le 527 n'est pas défendu. Le 550, Monsieur le député. Oui, rapidement, merci Monsieur le Président. Effectivement, je rejoins les arguments de ma collègue. On ne peut pas demander aux agriculteurs, au monde agricole de participer à la transition agroécologique, les inciter à produire du photovoltaïque, enfin de l'énergie via le photovoltaïque, et puis leur dire quelques années après qu'effectivement le prix de rachat ne serait pas le même. Faire cela déséquilibrerait le résultat net, le bas de bilan d'une exploitation et viendrait au final anéantir certaines exploitations qui se verraient rembourser des emprunts qu'elles ne pourraient pas rembourser du fait du rachat à un prix qui ne serait pas celui qui était prévu à la base. Merci, vous avez défendu le 553 également. Hein. Le 846, Monsieur le rapporteur, parce que là, c'est une discussion commune. C'est le rétablissement. Avec des sous-amendements. Le 1285, Madame Louwagie. Oui, merci, Monsieur le Président. Ce sous-amendement vise à
préserver les petits producteurs de la révision tarifaire. Merci. Le 1294 n'est pas défendu. Le 1299, Madame Louwagie, défendu. Le 1291, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président, je ne vais pas revenir sur cette affaire. On en a largement évoqué lors de la première lecture. C'est quand même pas très glorieux pour l'État de casser des contrats de cette façon-là. On peut se dire que les tarifs étaient peut-être trop payés, mais c'est aussi le prix du risque de l'époque. Les contrats ont été revendus, etc., etc. C'est pas non plus extraordinaire de le faire avec une telle brutalité. Pour une bonne raison, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de concertation. Il n'y a pas eu une mise en commun du sujet et puis une tentative de conciliation. C'est vraiment extraordinairement brutal. Le sous-amendement vise à amoindrir cette brutalité et dans un dispositif de lissage de la baisse tarifaire par la possibilité d'un rallongement des contrats. Merci. Le 1297, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Cet amendement vise à préciser ce que sont les capitaux immobilisés et à protéger les contrats S6, S10 qui ont fait l'objet d'une acquisition dans le temps d'une potentielle révision mettant à mal la viabilité économique de certains acteurs. Merci. Le 1288, défendu. Le 1284, Madame Louwagie. Le 1289, Madame Lemoine ou le Magnier. Le 1298, Monsieur Sellier. Alors celui-ci, je demanderai l'attention de mes collègues parce que il ne coûte pas grand-chose, mais il peut être intéressant pour la filière. C'est un bon message qu'on peut leur envoyer. Donc, l'article 54 sexies prévoit une clause de sauvegarde au cas par cas. Cette clause que le producteur photovoltaïque peut actionner permet de couvrir les situations pour lesquelles la réduction du tarif proposé par le MTES serait de nature à compromettre la viabilité économique de l'installation existante. L'amendement vient rendre effective cette clause de sauvegarde en la rendant suspensive pendant une durée de 6 mois ou jusqu'à la publication d'un arrêté tarifaire dérogatoire. En fait, on fait un break de 6 mois, le temps qu'on regarde au cas par cas la viabilité du projet qui est porté par la filière concernée. C'est un temps d'arrêt pour permettre d'analyser au cas par cas la situation de chaque entreprise. Merci. Le 1287 et le 1293, Madame Louwagie. Merci, Monsieur le rapporteur, sur tous ces amendements. Merci, Monsieur le Président. De la même façon qu'Éric Woerth l'a dit, on ne propose pas de refaire parfaitement le débat de la première lecture. Juste repréciser, à mon sens, pourquoi cet article doit être adopté tel que voté en première lecture. D'abord parce que nous l'avions modifié en première lecture et donc rétablir la version de l'Assemblée prend bien en compte un certain nombre d'avancées et d'ajustements. Rappelez quand même que pour moi, l'argument phare, quand bien même le sujet de la crédibilité de l'État, on a eu ce débat-là et tout s'entend évidemment. Mais attention, l'évolution des coûts d'investissement est quand même un facteur clé dans la décision à prendre. Et ce n'est pas pour rien que certains pays, comme l'Italie en 2006, a fait de même. Ils l'ont même fait à un seuil à 200. Donc la France n'est pas seule à prendre cette décision-là. Et l'évolution des coûts d'investissement est évidemment pas propre à notre pays. Donc je pense que c'est une bonne décision. Je ne vais pas revenir en détail sur tout, mais je voudrais quand même donner des réponses un peu précises à certains de vos amendements. Sur le sujet agricole, qui, pour le coup, revient plus fort en seconde lecture. Là, il faut quand même qu'on sache précisément de quel type d'installation est visé. On est, donc, à partir du moment où on est sur du 250, on est sur 2500 mètres carrés. 2500 mètres carrés, c'est les 2/3 d'un terrain de foot, à peu près. Donc on est sur des installations importantes. Il faut rassurer tout le monde là-dessus. Et c'est ciblé. Même chose pour les ZNI, on en a parlé aussi en première lecture. Les ZNI, c'est à peu près 200 installations qui seraient concernées. Et on a utilisé justement l'adoption de l'amendement proposé par Madame Bénin en première lecture, vous vous souvenez,
précisément pour protéger ce sujet-là. Il faut rappeler enfin que la procédure dérogatoire est extrêmement importante dans ce processus et qu'elle sert à regarder chaque cas particulier ou en tout cas chaque spécificité. Sur des idées qui pourraient être intéressantes comme celle de M. Sellier au sujet de la proposition de substituer la notion de capitaux investis à la notion de capitaux immobilisés. J'y vois une difficulté très claire, c'est que du coup, si vous prenez les capitaux immobilisés, vous incluez le passif du producteur, vous en conviendrez, et donc vous prenez ces charges d'emprunt net. Donc forcément, vous avez une difficulté par rapport à l'objet de cet article-là, donc ça ne me semble pas souhaitable. Sur d'autres types d'amendements, comme celui de M. Besson-Moreau, sur, à savoir, et c'est une très bonne question, si on s'arrête à la situation du producteur, ou si ça va finalement au holding ou à ceux qui sont au-dessus. Pour moi, sous contrôle de ce que répondra Monsieur le ministre, ça doit s'arrêter au producteur en termes de charges d'emprunt. Sinon, on a une vraie difficulté à engager effectivement par les charges d'emprunt au-dessus, si j'ose dire, en termes de montage. Donc pour moi, c'est absolument comme cela que ça doit être envisagé. Peut-être que Monsieur le ministre nous contredira ou précisera, mais pour moi, ça me semble important que ce soit dans cette voie-là. Sur la suspension de la réduction du tarif d'achat pendant l'instruction de la demande dérogatoire, là encore, attention, je crains la fausse bonne idée et que du coup, il y ait un effet que tout le monde fasse ça, qui rendrait pratiquement inopérante l'opération. Si on dit qu'on peut faire cette suspension-là pendant la clause dérogatoire, je crains qu'évidemment ça devienne le sujet de droit commun d'utiliser cette procédure-là. Donc je suis assez méfiant sur ces propositions et je vous donnerai un avis défavorable. Enfin, je terminerai en vous donnant un cas très concret pour préciser que l'épouvantail de « il n'y aura plus d'investisseurs dans le photovoltaïque dans notre pays » à l'issue de ces annonces-là doit être relativisé. La semaine dernière, l'industrie REC Group, l'industrie norvégienne, a fait part de son intention de créer à Ambach, en Moselle, une usine géante de panneaux solaires, au moins 1500 emplois à partir de 2022. La semaine dernière, on était bien au courant de ce que cet article allait proposer comme nouvelle condition. Donc encore une fois, la France n'est pas le premier pays, probablement pas le dernier, à faire ces révisions contractuelles. Elle pose des questions juridiques, évidemment, et on sait qu'il y aura des contentieux à la clé, évidemment. Mais je crois que c'est nécessaire de revenir à la lecture, à la version du texte de la première lecture, parce qu'elle inclut déjà un certain nombre de dispositions qui sont sécurisantes. Et je crois qu'on doit rassurer les agriculteurs par rapport à qui est visé, qui peut être impacté, et c'est tout aussi vrai sur les zones non interconnectées. Donc avis défavorable sur l'ensemble des amendements, sauf sur celui de la Commission qui a rétabli le texte. Monsieur le ministre. Je partage et je confirme en tout point les propos du rapporteur, y compris sur l'arrêt à la strate du producteur. Aller au-delà nous exposerait des difficultés. Je précise simplement, et je fais bref, mais véritablement je partage absolument tout et je confirme tout ce qui a été dit, que pour ce qui concerne l'analyse individuelle et la demande de M. Sellier qui vise à garantir finalement aux producteurs concernés de pouvoir bénéficier de l'analyse individuelle et donc des clauses de sauvegarde avant qu'entre en vigueur le nouveau tarif. L'engagement que je prends et que donc le gouvernement prend, c'est de garder un temps sensiblement long entre la publication des textes tarifaires et l'application de la première baisse, de manière à ce que le travail de définition des nouveaux tarifs ne s'arrête pas et ainsi répondre à la crainte que je partage du rapporteur, mais garder un temps entre la publication du texte et l'analyse individuelle pour que la clause de sauvegarde puisse être examinée si un producteur considère que le nouveau tarif le mettrait en difficulté. Et ça, c'est un engagement qui est pris en termes de méthode. Donc défavorable sur toute la série, à l'exception de l'amendement de la Commission. Merci. Monsieur Mattei. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer en première lecture et surtout en commission. Bon, on peut reconnaître que c'est choquant de remettre en cause ce contrat. J'ai dit que l'État n'était quand même pas dans une situation de faiblesse au moment de la conclusion de ces contrats. Je rappelle d'ailleurs que les investissements de l'époque étaient relativement importants parce que les panneaux avaient un prix qui n'était pas celui d'aujourd'hui. Moi, personnellement, je soutiendrai le dernier sous-amendement de Mme Louwagie qui essaie de faire une place particulière pour les agriculteurs, ou au moins qu'on ait, je dirais, une précision et Madame la ministre
de la transition énergétique avait évoqué ce cas, je crois, en première lecture, dans la renégociation des contrats, qui est un œil particulier par rapport aux exploitants agricoles, qui reprendra un peu ce qui est contenu dans l'amendement, sous-amendement de Madame Louwagie. Voilà, moi je pense que ce n'est pas un très bon signe. On aurait pu avoir d'autres pistes, notamment peut-être une taxation exceptionnelle pour des profits exceptionnels. Ce n'est pas un bon signe qu'on donne pour des gens qui voudront contracter avec l'État. Je le regrette. Mais en tout cas, au moins qu'on puisse regarder avec une certaine précision les contrats qui concernent les exploitants agricoles, parce qu'il y a des surfaces beaucoup plus importantes que 2500 mètres carrés, il y a des 5000 mètres, et des gens qui ont pris des engagements et pris des risques importants, et c'est une forme de diversification qui est dans le bon sens. Et je crois que là, on leur fait une mauvaise blague, je dirais, en modifiant leur contrat. Madame Louwagie. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais rebondir sur les propos de notre collègue Jean-Paul Mattei et dire qu'il y a eu des expressions diverses sur les différents bancs concernant les exploitants agricoles. Et c'est vrai que cette question n'avait pas été soulevée en première lecture. Nous l'avons soulevée en commission. Et les uns et les autres, nous avons été saisis par des exploitants agricoles qui vont avoir de véritables difficultés. Je pense qu'il faut véritablement les écouter, les entendre. Et j'en appelle, je dirais, à l'ensemble ici des députés, parce que c'est une question qui va concerner l'ensemble de nos territoires ruraux, avec derrière, je dirais, de véritables drames économiques et aussi des drames familiaux, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes. Merci, Madame Louwagie. Monsieur Pellois. Enfin, je voudrais dire un mot, parce qu'en fait, pour avoir essayé d'enquêter aussi dans mon département quel était l'état des éleveurs ou des agriculteurs qui avaient investi, enfin, un éleveur qui investit 5 millions d'euros et qui a une petite exploitation, enfin pour la plupart d'entre eux, tels qu'on les imagine, puisque c'était un petit peu ce que vous dites, c'est rare quand même. Enfin, je veux dire qu'on est là dans un système où on ne sait plus si c'est un agriculteur ou un investisseur industriel qui fait quelque chose. Donc moi, je suis favorable, bien sûr, au développement du photovoltaïque. La plupart des gens, d'ailleurs, sont allés à moins de 250 kW parce que c'était beaucoup plus facile de faire des moins de 250 que des... Il fallait pratiquement passer à 500, 600 pour avoir quelque chose de rentable après. Donc on a vraiment là le jeu d'investisseurs presque professionnels. Et la seule crainte des agriculteurs que j'ai pu rencontrer, c'est qu'on passe maintenant en dessous de 250. Mais si on a la garantie, ce soir on vote à 250, on n'est pas en train de ramener ça à 100 kW. Merci. Madame Dupont, dernière oratrice. Merci, Monsieur le Président. Donc, sujet qui a fait débat, comme ça a été dit par les différents collègues. Ce qui nous importe, je crois, à tous ici, c'est de veiller aux intérêts des agriculteurs concernés indirectement le plus souvent par les mesures, puisque Hervé Pellois vient de l'indiquer, c'est des très grandes installations qui nécessitent plusieurs millions d'euros d'investissement, et ce n'est pas toujours des agriculteurs qui sont en définitive des investisseurs. Ça n'enlève en rien le sujet des contrats, de la renégociation, etc., évoqué par le collègue Mattei, par exemple, mais bref, moi, ce qui m'importe, c'est de sécuriser. Donc, la clause de sauvegarde qui est évoquée répond-elle bien à ce sujet? C'est la question qu'on se pose tous. Sécuriser les exploitants qui peuvent être concernés indirectement parce que un bail à construction qui fait qu'ils sont liés par ces contrats des producteurs d'énergie. Est-on certain qu'ils ne vont pas voir eux-mêmes leur propre contrat renégocié par les producteurs? C'est ces questions-là qui nous semblent aussi importantes et très concrètes en définitive sur le terrain. Merci. Alors maintenant, nous allons voter. Avis défavorable donc, de Monsieur le rapporteur et de Monsieur le ministre à tous les amendements, sauf... voilà. Oui. Bon. Voilà. Le 504.
Vous souhaitez, Monsieur le ministre? Pardonnez-moi, Monsieur le Président, surtout pas pour faire durer l'heure qu'il est, mais dans les différentes interventions et les questions, il y en a une qui revient sur la prise en compte, dans l'examen des cas particuliers, des modalités de financement des investissements, pour les investissements qui seraient moins importants, parce que je rejoins ce que disait Monsieur Pellois, et c'est effectivement quelque chose qu'on prendra en compte dans le cas par cas. D'accord. Alors, le 504 n'était pas défendu. Le 48 est identique. Avis défavorable de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 934, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 729, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 549, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 527 n'était pas défendu. Le 550, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 553, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 846 de Monsieur le rapporteur, c'était vu proposer les sous-amendements. Donc on va passer par le 1285, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1294 n'était pas défendu. 1299, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1291 du président Wers, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1297 de M. Sellier, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 1288, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1284 de Mme Louwagie, c'est un sous-amendement également, qui est pour? Alors, 1, 2. Bon, levez bien que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Qui est contre? Il est rejeté. Le 1298, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 1287 de Mme Magnier, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Le 846 de Monsieur le rapporteur, qui est pour? Qui est contre? Adopté.